prendre la performance à tous les niveaux du projet, avec le budget de performance. Donc pareil, essayer de vous parler de 2-3 retours d'expérience dans ce contexte-là. Et après une toolbox qui est clairement une catégorie fourre-tout, parce qu'il fallait que je casse 2-3 éléments à la fin. Donc l'idée, ce sera aussi de rebondir sur ce qu'on aura pu proposer là-dedans. Donc, premier sujet, les enjeux de la performance web, pourquoi s'y intéresser? Je pense que vous avez tous eu ce genre de réaction face à un site web qui mouline, soit parce que le site est vraiment mal foutu, soit parce que vous êtes sur une connexion clairement défavorable. L'attente chez tout le monde, dans tous les contextes, ça provoque de la frustration. Quand on est face à un écran, on a un problème, c'est que la notion du temps elle est un peu déformée. Un être humain, en gros, quand on a passé les 100 millisecondes d'attente, il commence à percevoir que c'est plus instantané. 100 millisecondes, ça passe vite. Au bout d'une seconde, on a le focus de l'internaute qui commence à un petit peu s'envoler. Si vous passez les 10 secondes, l'internaute, il y a de grandes chances qu'il soit passé sur des questions métaphysiques, qu'il soit en train de se demander ce qu'il va manger demain, etc., ou d'aller chez le concurrent directement. Donc sur le web, généralement, on ne fait pas des sites web pour rien, donc ça va poser un problème que l'internaute s'en aille chez le concurrent ou faire autre chose. Donc là, j'ai essayé de vous ressortir un petit peu des données récentes sur les enjeux et les impacts de la performance, des données chiffrées pour se convaincre. Donc je pense que vous avez quasiment tous entendu parler du 100 millisecondes d'Amazon qui a coûté 1% de leur chiffre d'affaires. Je ne sais plus, ça doit dater de 2007 ou 2008. Ça reste valable, il y a plein d'acteurs qui le font de plus en plus, qui font une corrélation entre le temps de chargement de leur site et ce que ça leur coûte, ou à l'inverse, ce que ça leur rapporte. Donc ça, c'est une conf qui a dû avoir lieu il y a 2-3 mois, donc plutôt récent. Donc c'est le directeur technique de Trendline, The Trendline exactement. Donc ils revendent des billets de train, grosso modo. Ils ont gagné 300 millisecondes seulement dans leur tunnel de conversion. Pour eux, au bout d'un an, ils ont estimé que c'était plus de 11 millions de dollars de gagné pour 300 millisecondes. Donc si vous arrivez à avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit « ouais, votre chargement, c'est pas important ». Donc ça c'est un premier exemple pour convaincre, c'est vraiment trouver un cas concret. Donc tout le monde ne peut pas se reconnaître dans The Trendline, mais il y a des dizaines de stats sur des acteurs différents, des secteurs différents qui vont montrer effectivement l'impact sur le business, et ça vaut le coup de creuser parce que généralement c'est assez parlant. Alors il y a d'autres stats sur lesquels on peut s'interroger, notamment sur mobile, donc il y a vraiment des enjeux à part et qui vont être bien plus forts du fait de la connexion. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est sorti très récemment. Donc, DoubleClick, régie publicitaire, ce qu'ils ont mesuré, c'est que 53% des visites sont abandonnées au-delà de 3 secondes d'attente. Donc ça fait la moitié du public qui est perdu au bout de 3 secondes. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, Google, ça fait un moment qu'ils sont sur une approche pédagogique. Donc pareil, je pense que si vous avez des clients ou des décideurs et que vous faites du front, vous avez à un moment ou un autre entendu parler du label Mobile Friendly, peut-être des référenceurs à vous mettre un petit peu de pression là-dessus. L'idée, c'est que Google a lancé un label pour indiquer que les sites sont compatibles mobiles, en termes d'ergonomie. Ce qu'ils ont indiqué à l'époque déjà, c'est que l'ergonomie mobile, sans vitesse, ça n'existe pas vraiment. Un site mobile, si c'est extrêmement lent, ça a énormément moins d'intérêt. Et donc, ça fait un moment que Google fait ça, hein. Déjà depuis 2010, ils annoncent pénaliser 1% des sites web. Donc il n'y avait plus trop de mouvements, plus trop de nouvelles de leur part là-dessus. Et en 2015, ils ont fait 2 tests qui sont assez violents, qui étaient donc le Red Slow Label et le Slow to Load. En gros, c'est au lieu d'envoyer un signal positif avec le mobile friendly, quand c'est lent, on va envoyer un signal négatif. C'est un peu ce qu'ils vont faire avec le HTTP qui est non secure dans Chrome. Là, ils le faisaient sur le moteur de recherche, dans les résultats de recherche, prévenir attention, ça va être lent. Donc vraiment, ayant testé cette approche négative, c'est des tests. Tout ce que ça montre, c'est que Google s'intéresse fortement au sujet. Donc ça, c'était avant AMP. Il y a des théories assez intéressantes sur le développement d'AMP, donc un projet porté par Google, un framework en gros qui va apporter les garanties que les sites soient rapides. C'est que Google, en tant que moteur de recherche, valorise les sites qui utilisent AMP. Pour eux, c'est la garantie que ces sites sont à peu près rapides, sans doute mieux que la moyenne. Parce que réussir à mettre ce label-là sur un site, c'est pas évident. Est-ce qu'on passe par une approche mesure? Donc là, se pose la question du seuil, de la méthodologie de mesure, sachant qu'il y a des notions de localisation, etc. Donc c'est très complexe et coûteux. Il y a la notion de respect de bonnes pratiques. Effectivement, c'est compliqué de vérifier le respect des bonnes pratiques, et en plus, ça coûte aussi de l'argent. La théorie, c'est imposer un framework qui contraint les développeurs à ne pas faire d'erreurs, grosso modo. C'est une bonne façon pour Google de s'assurer que les sites sont rapides. Donc il y a de la lecture intéressante sur ce sujet si vous voulez creuser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un décideur en face
qu'il n'est pas convaincu par l'approche conversion, parler du référencement naturel, en général, ça vient assez vite dans ses préoccupations, idem pour un client. Enfin, en bref, l'idée, ce que je veux faire passer, c'est qu'il y a énormément d'impact de la rapidité. Ça va être sur la stratégie d'acquisition comme sur la stratégie de conversion. Donc référencement, j'en ai parlé, le coût des campagnes AdWords peut y avoir des impacts en lien avec la rapidité du site. Donc taux de rebond, tenue de charge, quand on optimise pour la performance, on gère mieux ses ressources. Donc il y a énormément de points, et là-dessus, dans la toolbox, je vous envoie notamment 2-3 liens et un bouquin sur le sujet qui a recensé effectivement tous ces impacts-là, et après à vous d'aller piocher selon qui vous avez à convaincre en face, si vous avez envie de passer un peu de temps sur l'optimisation. Alors ce qui est intéressant, et pourquoi on en parle dans un Red.js, c'est qu'on est vraiment sur des problématiques front-end. Donc ça c'est un propos de Steve Souders, qui est un peu le papa de la performance web, dans le sens où il a créé Wiseflow, l'outil de Yahoo de diagnostic de la performance front-end, et il a aussi initié, si je ne me trompe pas, Google PageSpeed. Ce qu'il nous dit, c'est une étude qu'il avait menée sur le top 1000 des sites les plus visités au monde, et ce qu'il a observé, c'est que 80-90% du temps d'attente pour l'internaute, c'était pas du tout lié à ce qui se passait sur le serveur, c'était vraiment la construction de la page, le temps perdu sur le front-end, téléchargement des JavaScript, exécution, le CSS, les images, bref, tout le contenu. Bon, c'est pas étonnant, hein, le web ça a été conçu, donc HTTP 1, on en reparlera, ça a été conçu pour des pages très très simples, globalement du HTML et de peu de couleurs. Aujourd'hui, maintenant, un site, c'est plus de 130 requêtes en moyenne. Donc forcément, ces 130 requêtes, c'est là que sont les problèmes. Donc l'idée derrière, c'est si on veut optimiser un site, si on veut s'assurer qu'il va vite, a priori plutôt chercher dans les 80-90% plutôt que dans les 10-20%. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les plus gros efforts à faire, c'est là qu'on aura le meilleur retour, et en plus, a priori, les problèmes vont être plus simples à résoudre que d'aller sur de la micro-optimisation. Il y a un acteur qui nous a très bien montré ça et qui l'a illustré dans une présentation que vous pouvez consulter, Shopzilla, donc un acteur du retail. Ils ont eu une optimisation très significative du temps de chargement, et derrière, effectivement, ils ont en plus réussi à réduire le coût de leur infrastructure. Donc ça montre bien qu'ils ont réduit ce qu'était serveur, ils ont optimisé, c'est un travail d'architecture qu'ils ont mis en place, donc ils ont réduit leur coût et réussi à accélérer considérablement leur site. Et derrière, toujours, ils ont eu des bienfaits en termes financiers. Donc voilà pourquoi s'intéresser à la performance front-end. Donc là, je vous propose vraiment d'attaquer la partie bonne pratique HTTP1. Donc encore une fois, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas, ce sera le bienvenu. Il y a des petits problèmes de typo, vous me passerez le... Désolé. L'optimisation des images. Alors le premier point, et nous on analyse beaucoup de sites avec Darous.com, et c'est vrai que c'est un problème qu'on voit venir de façon totalement récurrente. Le choix du format est peut-être le premier choix sur lequel il ne faut pas se bourrer. Certains formats sont plus adaptés à certains types d'images. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est des photos en PNG. Et ça fait très mal. Donc là, le travail que vous avez, c'est peut-être de la sensibilisation et aussi assurer que les process, que les workflows ne permettent pas de mettre une photo en PNG. Donc s'il y a un CMS, peut-être s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Ça peut être très compliqué sur certains types de sites, mais c'est un des points de vigilance à avoir, et au final, les solutions peuvent être assez simples, il faut juste y penser. S'assurer qu'un utilisateur ne puisse pas envoyer un PNG qui est une photo. Si les visuels qui seront envoyés seront a priori que des photos, on interdit le PNG, on ne s'embête pas, sinon ça peut être des post-traitements. Donc là, un problème que je pense que vous êtes nombreux à avoir eu, donc je ne vous présente pas le JPEG et les différents taux de compression. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que souvent on a des réticences des interlocuteurs en face. Ah, t'as trop compressé les images, c'est horrible, oh là là, ça ne va pas bien vendre nos produits. Nous, on voit régulièrement notamment des marques dans le luxe où c'est zéro compression. Enfin, sinon, c'est inadmissible, on nuit à leur image de marque. Là-dessus, il y a une étude qui a été faite par Flickr et qui est très intéressante. Donc, ils ont fait de l'A/B testing. Ils ont présenté deux images systématiquement à leurs internautes. Une image, une autre, parfois la même image, exactement la même, et parfois une version non compressée et une version compressée. Il s'avère qu'en présentant exactement la même image des deux côtés, il y avait un taux d'erreur de 25% des utilisateurs à dire « Allez, elle est compressée, elle est moins belle ». Il y a 25% des utilisateurs, vous leur présentez deux fois la même chose, ils vont dire « Celle-là, elle a un problème de qualité ». Vos clients, vous pouvez supposer que c'est pareil. Et donc, ils sont arrivés à dire que, grosso modo, le taux d'erreur avec deux fois la même image et le taux d'erreur avec image non compressée et image compressée, le taux idéal de compression,
c'était aux alentours de 75%, je crois, pour eux. Enfin, 75% de qualité, 25% de compression sur JPEG. Donc c'est une étude, c'est un des rares faits que j'ai vu là-dessus pour dire vraiment on peut se permettre de compresser sur le web. Après, vous avez aussi mesuré l'impact sur la rapidité, voir combien ça vous coûte en compression, et là il y a d'autres arguments aussi à avancer. Donc pareil, pensez à automatiser ces traitements-là. Nous, on a des clients qui ont essayé d'expliquer aux utilisateurs du CMS, etc., que c'était à eux de faire des pré-traitements. Ça bouge trop dans les équipes, il va y avoir des départs, ça va changer d'interlocuteur, il va y avoir des urgences à traiter aussi. Donc si vous industrialisez pas ça, si vous automatisez pas ça, vous allez forcément avoir des erreurs. La minification, donc je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes là-dessus. L'idée, je pense que vous l'avez quasiment tous, donc je passe très rapidement, c'est de supprimer ce qui n'est pas nécessaire dans le navigateur. En gros, on écrit du code pour nous, pour l'écrire et savoir le relire et savoir se comprendre. Le navigateur, il y a tout un tas de choses dont il n'a pas besoin, donc au final, pour lui, ça c'est strictement équivalent. Donc non seulement on envoie moins d'informations sur le réseau quand on fait ça, et en plus on réduit le boulot du navigateur qui doit exclure des espaces, exclure des commentaires, etc. L'intérêt de vous en parler, c'est que nous, on entend souvent, oui, mais de toute façon, j'utilise du gzip, mon serveur il compresse déjà tout, ça sert à rien de minifier avant, les liens ils sont ridicules. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un CSS brut, on l'a compressé en gzip, on voit que le gzip c'est bien de compresser. On a pris ce CSS et on l'a minifié, bon, effectivement, on gagne 20 kg, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Et après, on l'a minifié, puis gzipé. L'écart entre les deux, il est de 7%. Donc la version gzip brute et une minification en pré-traitement du gzip. Donc 7% sur un fichier de 132 kg, effectivement, ça peut paraître un petit peu ridicule. Par contre, si vous êtes sur ce qu'on appelle le chemin critique, donc les toutes premières données qui sont envoyées par le serveur web au client, plus vous arrivez à en mettre là, et potentiellement ce genre d'optimisation va vous permettre d'en mettre, plus vous allez éviter des allers-retours sur le réseau pour commencer à afficher la page. Donc c'est une technique intéressante dans le sens où ça coûte quasiment rien. C'est quelque chose que vous allez industrialiser, il y a des outils automatiques pour le faire, et en plus c'est un traitement que vous allez faire une fois, après ce sera caché, de toute façon il n'y a plus aucun impact, donc il n'y a pas de coût CPU, il n'y a rien. L'autre avantage, c'est que là on est parti d'un petit fichier, nous on voit régulièrement des clients qui ont des fichiers CSS de 5-6 mégas quand ils sont pas gzip. Donc quand tu le vois gzip, tu te dis ça va, il y a 300 kg, 400 kg, gzip, c'est pas très impressionnant au final parce que l'algo de compression est très efficace. Par contre, quand on arrive à gagner ça en initial, parce qu'on se dit aussi c'est le serveur qui compresse très généralement à la volée en gzip, on va lui alléger sa charge si on a minifié avant. En plus, mon petit point, il y a l'obfuscation qui va se rajouter en JavaScript comme optimisation supplémentaire par rapport au CSS. Donc l'idée, c'est de se dire que les noms de variables, etc., ont des portées limitées. Pareil, hein, pour le navigateur, aucun intérêt. Donc on peut aller vraiment gagner un petit peu plus de ce côté-là. Petit point sur gzip, donc c'est compressé par le serveur, généralement à la volée, décompressé par le client. Attention, il y a certains formats qui sont déjà zippés en fait. Le PNG, typiquement, le zippé, on ne gagne rien, c'est déjà fait. On va même parfois perdre un peu. Donc, plutôt que de zipper les PNG par le serveur, c'est fait à la volée. Par défaut, dans les comptes, c'est pas exclu. Une petite ligne, on rajoute un filtre et on se dit on ne compresse pas les PNG, on allège légèrement la charge sur le serveur. Sur le JPEG, vous pouvez avoir des gains. Si vous avez un gain en zippant un JPEG, c'est que vous ne l'avez pas optimisé et qu'il a des métadonnées. En gros, il y a du texte dans le JPEG. Il n'y a rien à faire dans 90% des cas sur le web. Sur la compression, il y a des choses intéressantes qui se passent. Alors on a Zopfli et on a du Brotli. Donc le premier, il est rétro-compatible avec gzip. En gros, à la compression, il va consommer beaucoup plus. Ça va être un petit peu lourd. Donc l'idée, c'est qu'on ne va plus faire de la compression à la volée avec lui, généralement. On va compresser une fois et mettre dans un système de cache quelconque. Par contre, on a des gains très intéressants en termes de poids par rapport à du gzip. Juste, c'est difficile de se permettre de le faire à la volée. Brotli, là on est sur quelque chose qui n'est pas rétro-compatible, mais qui commence pour le coup à être pas trop mal supporté dans le sens où on a Firefox et Chrome. Donc après il faut savoir gérer les autres cas aussi évidemment. Des gains intéressants, par contre Brotli dispo uniquement sur HTTPS de mémoire, ça fait partie de la politique des navigateurs de nous inciter fortement à passer sur du HTTPS, donc ils commencent à sortir des features qui sont uniquement dispo sur HTTPS. Alors, en termes de performance, il y a quelque chose qui est super important, c'est la ligne de flottaison.
vous avez la partie du site qui est visible avant que l'utilisateur n'ait besoin de scroller. Donc si vous commencez à travailler sur de la perf, vous devez vraiment penser à cette partie-là du contenu, parce que c'est ce que l'internaute va voir en premier. Donc c'est là qu'il faut faire à la rigueur le plus d'efforts. Attention, c'est un point qui est trop souvent ignoré. JavaScript, CSS, c'est bloquant. C'est-à-dire que si vous avez un script sur lequel tombe le navigateur, il va le télécharger, si c'est un script externe, donc il va l'exécuter et après il va passer à la suite. Ça va le bloquer dans le parsing du DOM notamment. Vous pouvez avoir des petites surprises aussi, parce que les navigateurs essayent de changer un peu leur politique là-dessus et vont parfois aller faire de la prédécouverte de ressources, etc. Mais faites super gaffe à ce que vous mettez vraiment avant, dans le head en fait. Donc essayez de déporter au maximum. Donc, comment on fait pour déporter? Il y a une partie, c'est qu'on prend vraiment ce qui est essentiel, éventuellement, dont on aurait besoin, on va l'inliner. En essayant d'être limité. Quand on inline, l'avantage c'est que c'est bloquant. Par contre, on ne va pas aller chercher quelque chose à l'extérieur, donc on élimine le côté réseau qui est quand même ce qu'il y a de plus lourd. Donc ça reste pas terrible, mais ça peut être un compromis. Il y a effectivement de la sync qui est dispo depuis un petit moment. Donc là, il n'y a plus trop de problèmes de compatibilité. Donc c'est vraiment quelque chose à utiliser. Là, l'idée, c'est qu'on va éliminer le comportement bloquant. Au final, la ressource va être téléchargée. Donc on va quand même déclencher le téléchargement à ce moment-là. Par contre, on ne va pas bloquer le parsing du DOM qui est derrière. On ne va pas attendre d'exécuter la ressource, etc. D'autres solutions, alors il y a des codes que vous pouvez trouver un peu partout, celui-là il était proposé par Google. L'idée c'est d'attendre l'événement load avant d'aller charger, ce qui n'est pas essentiel. Parce que même si vous déférez votre élément au maximum, si à partir du moment où il télécharge, vous êtes en train d'utiliser de la bande passante pour quelque chose qui ne va pas forcément être utile dans l'immédiat. Donc si vous êtes sur du contexte mobile, la bande passante, il faut se dire que c'est ultra limité. Donc pour continuer un petit peu sur les évidences, mais c'est toujours bien de faire des piqûres de rappel, parce qu'on en voit trop. Donc je suis allé prendre les stats du 15 septembre sur HTTP Archive, qui s'intéresse à, je crois, plus de 400 000 sites maintenant. Donc ils vont collecter énormément de stats sur ces sites, et ce qu'ils montrent donc, en date de septembre 2016, c'est qu'il y a 29% des sites testés donc dans cette archive, 400 000, qui comportent au moins une erreur 400 ou 500. Donc ça fait quand même quasiment un tiers des sites qui sont surveillés par cette archive, donc c'est un échantillon à peu près représentatif a priori, qui ont une erreur ou quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc le budget de performance, pour parler un petit peu de méthodo, avec deux points en amont, enfin deux propos, pardon. Donc ça c'est un propos rapporté de Larry Page par un de ses responsables produits. Donc il lui disait donc vraiment que son rôle était d'être parfaitement conscient que la vitesse est la fonctionnalité numéro 1 du produit Google en l'occurrence. Donc ça résume vraiment bien la philosophie de Google. L'idée qui est derrière, c'est de se dire sans vitesse, je perds les bienfaits de toutes mes autres fonctionnalités. Je peux faire tout ce que je veux de joli, d'utile, etc. Il y a un seuil où si c'est trop lent, les utilisateurs ne verront jamais les bienfaits de ces fonctionnalités-là. Donc sans vitesse, il n'y a rien d'autre. Après, il y a des notions de seuil à avoir, on est vraiment sur quelque chose de la nature du compromis. Il y a un article qui est très intéressant sur le sujet pour expliquer la philosophie de Google là-dessus, donc le Google Gospel of Speed. Et donc l'idée c'est pareil, on ne sort pas des fonctionnalités qui nous ralentissent, parce que la vitesse doit toujours être là et on doit garder la vitesse. Et eux, donc, ils sont vraiment sur l'affichage de résultats de recherche. Quand ils parlent de ralentissement, c'est 1 milliseconde. Pour eux, c'est un ralentissement. Ils sont vraiment à fou sur ce sujet-là. Et c'est ce qui fait leur sujet, parce qu'effectivement, eux, ils sont essentiellement sur des revenus publicitaires. Et il y a une très forte corrélation entre les revenus publicitaires et la vitesse d'affichage. Donc c'est pas parce qu'ils ont envie de bien travailler, à la rigueur, c'est vraiment parce que leur business est basé là-dessus. Et ils ont fait leur succès en allant plus vite, en offrant des résultats qualifiés, mais aussi rapidement. Donc l'idée des budgets de performance, c'est exactement de ne pas sortir de fonctionnalités qui nous ralentissent. C'est qu'on va se dire qu'on a des objectifs, et qui peuvent être très diverses. Ça peut être, le site doit être rapide. Ça déjà, pour un client, pour un décideur non technique, formuler ça, c'est déjà un début de cahier des charges et on va y penser.
Pour quelqu'un qui commence à savoir ce que c'est le poids d'une page et qui est capable de fixer une valeur dessus, on peut se dire, voilà, notre page d'accueil, elle ne va pas faire plus d'1 méga. Parce que, vu notre public, au-delà d'1 méga, on commence à avoir des problèmes. On peut en fixer à tous les niveaux. Le serveur, il doit répondre en moins de 150 millisecondes. Donc on va fixer ces objectifs qui vont pouvoir s'appliquer à tous les interlocuteurs, à différentes étapes du projet. Donc l'idée, c'est de se dire, tout au long des étapes du projet, on va prendre en compte cette contrainte de devoir être rapide. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Si vous arrivez en tant qu'intégrateur sur une maquette sur laquelle il y a des visuels dans tous les sens, des images qui vous obligent à mettre des trucs de type photo en PNG par exemple, parce qu'il y a de la transparence à gérer en plus, ça arrive souvent. Donc aujourd'hui on a WebP, j'ai obligé de le mentionner tout à l'heure, qui va nous permettre de gérer ce cas de figure-là, mais c'est pas supporté partout. Donc il y a des contraintes en fait qui, dès la conception des specs, peuvent induire que le site sera très difficilement rapide. Donc si c'est pas pris en amont, ce sera infaisable ou ça coûtera très cher. Donc l'idée c'est de gérer ça à toutes les étapes du projet, et même sur un mode maintenance. Donc vous êtes fixé un budget d'1 méga sur votre page d'accueil. Aujourd'hui, elle fait 800 kg. Donc vous êtes en dessous de votre budget, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous respectez vos objectifs, vos engagements. Le service marketing, au hasard, va me demander de rajouter un habillage publicitaire de 300 kg. Donc là, il y a un problème, c'est que... Alors, si j'ai fait les maths pour vous, ça dépasse. Ça passe pas. Donc là, logiquement, on a des budgets, on a des objectifs, et on vérifie évidemment qu'on respecte ces objectifs. Donc quand on reçoit l'habillage publicitaire, on se dit, bah voilà, ça va pas passer. Donc je vais pas faire l'intégration de l'habillage, on va se poser la question, on va en discuter. Et donc se posent dans la discussion trois solutions potentielles. Moi, qui ai les clés techniques, je sais proposer une optimisation qui va nous permettre de rentrer dans le budget. Ouais, la photo, elle n'était pas optimisée, je l'optimise et c'est bon, ça passe. Ce que ça m'a permis, c'est de m'interroger sur l'état de ce que je recevais, que je devais faire, et de prendre en compte mon job, au final, de prendre en compte la performance. J'ai plus de risque d'oubli parce que j'ai ce budget, entre guillemets, qui m'a rappelé à l'ordre. Une autre solution qui va se porter si on n'a toujours pas réussi avec l'optimisation à rentrer dans ce budget, c'est d'épurer. On va aller s'interroger cette fois-ci sur les anciennes fonctionnalités de notre site, entre guillemets. Alors, on va aller voir dans ce qu'on a laissé passer auparavant, si j'ai pas une source d'optimisation. Jusqu'à présent, j'avais jamais dépassé mon budget, donc à la rigueur, donc on va aller regarder, il y a peut-être des fonctionnalités qu'on peut abandonner. Je sais pas, le tag d'AB testing avec une librairie JS de 300 kg qu'on m'a fait intégrer le mois dernier et pas utilisé, c'est peut-être le moment de le virer. Et sinon, si on est vraiment sur un point de blocage, une des questions qui peut se poser, c'est l'habillage publicitaire. Est-ce qu'il est vraiment utile? Bon, a priori, vous avez un problème de revenus, si on vous demande de mettre de la pub sur un site. Par contre, peut-être que de discuter de ce que coûtent ces kilos en trop qu'on va mettre sur la page, en termes de conversion, quel que soit le modèle, peut-être que cet habillage, au final, peut nuire au reste du modèle économique du site, plus que ce qu'il ne va rapporter. C'est une discussion qu'il va falloir avoir à ce moment-là, et peut-être que votre acteur en face est capable de comprendre que d'un côté ça va faire perdre plus d'argent que ce que c'est censé faire gagner. Donc ça peut être valable pour toute fonctionnalité, hein. Ça peut être vrai pour rajouter une image, ça peut être vrai pour quelque chose de beaucoup plus lourd que ça. Mais vraiment se dire, est-ce que la valeur que je vais apporter avec ce qu'on est en train de construire est supérieure au coût que ça va induire derrière? C'est juste une vision du ROI, hein, mais sur de la performance web, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Bon, avec un peu de chance, vous allez réussir à respecter votre budget avec l'une ou l'autre de ces solutions, voire le cumul des trois. Et donc si ça coince toujours, l'idée, c'est pas d'abandonner le budget et de se dire ouais, la contrainte à 1 méga, on a fait une connerie, on arrête. C'est de se dire, bon, c'est quoi notre nouvelle contrainte? Là, on vient de se poser la question de la valeur de ce qu'on était en train de faire, qu'on allait gagner plus, et donc qu'on avait besoin d'une page à 1 méga 2, par exemple. À ce moment-là, on va revoir notre budget parce qu'on a étudié, on a discuté des bienfaits, des inconvénients, etc. Donc on a un nouveau référentiel en fait, sur lequel se baser. Et donc, à la prochaine itération, on pourra se reposer les bonnes questions. Soit de ne pas oublier une optimisation, soit de se dire qu'on a des choses un petit peu vieilles qui traînent et qu'on peut faire le ménage, soit que la fonctionnalité qu'on est en train de considérer, c'est juste pas une bonne idée, parce que la solution d'AB testing, elle rajoute 3 secondes de JavaScript bloquant, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc,
ça fait un petit peu cher de pourrir toute sa prod pour faire un A/B test dans certains cas. Donc l'idée du budget, c'est vraiment aussi d'être capable de l'exprimer pour chaque interlocuteur. Voilà, vous avez des choses plus ou moins techniques, vous avez des choses qui sont, enfin des degrés de maîtrise et de compréhension qui ne seront pas les mêmes. Donc ça part par exemple, sur une création de maquette, ça peut être dire au graphiste, n'utilise pas plus de 2 polices de caractères, parce que je ne pourrais pas, moi, derrière bosser, intégrer ça et faire quelque chose de rapide. Si le graphiste vous a fourni la maquette avec 12 polices, c'est trop tard, vous n'y arriverez pas si on vous impose dessus ces choix, et ce sera une dépense d'énergie inutile si derrière vous revoyez ces choix-là. Donc vraiment essayer d'impliquer tous les interlocuteurs, parce que c'est un budget commun au projet, et tout le monde à son niveau va pouvoir agir dessus. Donc c'est vraiment impliquer tout le monde et puis faire des compromis intelligents, mais y penser. C'est mettre la fonctionnalité vitesse au centre du projet. Donc pour parler un petit peu des types de budget et des indicateurs sur lesquels vous pouvez travailler, donc le temps de réponse serveur, il reste intéressant parce qu'on a parlé de la performance Golden Rule qui nous disait que 80-90% venait du front-end. Ça n'empêche pas de vous dire, est-ce que je suis dans le cas des 80-90%? Si vous êtes à 70% du temps qui est passé sur le temps de réponse serveur, bah, vous ne respectez pas la performance Golden Rule, donc le problème il est là. Donc c'est aussi un indicateur à suivre. Sur la majorité des sites, c'est pas le problème. Si c'est votre problème, ça n'empêche pas de s'y intéresser, il ne faut pas aller sur front-end pour le front-end. Donc là-dessus, il y a un budget qui est intéressant à connaître, c'est pareil, si vous voulez vous intéresser à la perf et la vendre un petit peu entre guillemets, Google recommande un temps de réponse serveur inférieur à 200 millisecondes. Ça veut dire que potentiellement, derrière, il y a des impacts sur le référencement naturel si on ne respecte pas ce que nous dit le chat Google. Un autre indicateur qui est très intéressant en termes d'expérience utilisateur, c'est le Start Render. Donc pour vous illustrer ça, un film strip en fait, d'un site en train de se charger. Et le Start Render, ce qu'il va repérer, c'est cet instant-là. Donc avant le début d'affichage, j'ai une page blanche. Parce que là, je suis en train de joindre mon serveur. Par là, j'ai peut-être un JavaScript en train de bloquer ou un CSS qui est en train de se télécharger, mais toujours rien. Et donc, au bout d'un moment, j'ai quelque chose qui s'affiche. C'est très intéressant comme temps utilisateur, parce qu'avant ça, l'utilisateur lambda, il n'a aucune garantie que le site va s'afficher, que ça va fonctionner. Plus ça dure longtemps, plus vous avez le risque à ce moment-là qu'il parte chez le concurrent, parce que vous ne lui avez rien donné à manger. Alors sur la capture au-dessus, on voit que le Start Render, il peut être plus ou moins intéressant. Avoir un call to action sans le nom de l'action dessus, l'utilisateur n'est pas très avancé. Là, le seul signe positif qu'on peut voir, c'est bon, il sait qu'il aura un menu pour faire des trucs, il sait où il est. Il y a le logo, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de le rassurer qu'il ne s'est pas bourré de site. Donc il y a le délai avant fin d'affichage qui va être un peu l'opposé du début, du coup. Et donc on va être sur l'état final. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'états intermédiaires qui vont se passer entre temps. Alors pareil, cet état final peut y avoir des différences significatives. Hein. On a par exemple un logo qui ne se voit plus. La bonne idée du logo du départ, elle n'est pas restée longtemps. Ces deux indicateurs se complètent, mais ils ne sont pas suffisants. Donc il y a un indice de performance qui s'appelle le Speed Index, qui est aujourd'hui, a priori, l'indicateur le plus reconnu en termes de gestion de la performance web, en étant révélateur de manière automatisée de l'expérience utilisateur. Alors c'est pas parfait, parce que de l'expérience utilisateur, savoir ce que c'est automatisé, c'est pas évident, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Pour vous expliquer son intérêt, j'ai fait 2 simulations de la page qui se charge, donc c'est totalement factice, mais ce qu'on va voir, c'est qu'elles ont le même Start Render. Elles ont le même Visually Complete. Donc ça commence au même moment, ça se termine au même moment. Pourtant, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, vaut mieux être dans le cas bleu que dans le cas rouge. Parce que tous les états intermédiaires sont très différents. Donc le Speed Index, ce qu'il va viser à faire, c'est résumer toute cette expérience de progressivité, de chargement des pages, mais dans un seul indicateur, et de façon automatisée. L'idée d'avoir un seul indicateur, c'est qu'on arrive facilement à comparer ces deux éléments-là. Donc le Speed Index, pour vous décrire un petit peu, ce qu'il fait, c'est qu'il va en fait grapher le progrès visuel de la page dans le temps. Donc, quel pourcentage de la page est dans son état final. Donc là, je vois j'ai le rouge qui est à peu près à 20% quand il fait son Start Render. Ah ouais, bah, c'est pas du tout des exemples qui collent, pardon, je suis parti ailleurs. Donc c'est
on est quand même sur deux pages qui commencent et qui terminent en même temps. Là, on a un start render qui est quasiment à 98% de la page qui est arrivée. On a 90% de l'état final de la page dès le start render. Celle-là, elle est à 20%, et elle va arriver à la fin, vraiment qu'à la fin. Et ce que fait le speed index, en fait, c'est basé sur une intégrale, donc il va aller regarder quelle est la partie concernée, et on voit que là, on va avoir deux indicateurs différents qui vont bien nous montrer qu'il y a une expérience de visite qui est différente entre ces deux sites. Plus l'indicateur est faible, plus la page est rapide. Ce qu'on peut voir, on peut voir le speed index un petit peu comme la vitesse moyenne de chargement des pixels. Donc là, on sait qu'en moyenne, un pixel sur la page, il met 1 seconde 2 à se charger. C'est exprimé en millisecondes. Là-bas, en moyenne, un pixel, il met 9 secondes à se charger. Et l'autre chose qui est intéressante sur Speed Index, et que je n'ai pas précisé, c'est qu'il s'intéresse uniquement à la partie qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc on va vraiment se dire, la partie qui est chargée immédiatement pour l'utilisateur, quelle est sa progressivité, quelle est sa vitesse d'affichage. Un budget que vous pouvez fixer sur le Speed Index, alors c'est un peu osé parce qu'il n'est pas évident à tenir, c'est de réussir à avoir un Speed Index inférieur à 1000 millisecondes. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que tout le contenu au-dessus de la ligne de flottaison est chargé en moins d'1 seconde et affiché en moins d'1 seconde. C'est pas évident à tenir quand vous savez que sur du mobile, vous êtes vite sur des latences de 200-300 millisecondes. Donc déjà, vous partez avec une grosse pénalité et il vous reste 500-600 millisecondes pour réussir à faire quelque chose et afficher ce qu'il faut. Donc, en dessous de 1000, c'est pas évident. Après, ça dépend des conditions réseau dans lesquelles vous êtes. La recommandation de Google, c'est dans l'absolu, quelles que soient vos conditions, en moins d'1 seconde, ça doit être affiché au-dessus de la ligne de flottaison. C'est pas évident, il y a un beau challenge, donc quand vous avez de la pub ou des choses comme ça, c'est juste infaisable. Donc la toolbox, un peu fourre-tout que je vous ai promis. Donc, impact de la rapidité sur le web. Donc, vous avez WPO-Stat qui est super intéressant, qui est alimenté et on va dire sur lequel il y a des contributions très récentes. Donc c'est vraiment alimenté au jour le jour. Après, il n'y a pas des chiffres tous les jours non plus, mais vous allez pouvoir retrouver des impacts sur la conversion, enfin vraiment des retours d'expérience qui sont centralisés sur ce projet, entre impact business, référencement, enfin quel qu'il soit, et le temps de chargement. Il y a un bouquin que Tammy Everts a sorti qui, grosso modo, va agréger ça en rajoutant une bonne couche d'analyse dessus, et je crois qu'il est toujours téléchargeable gratuitement en format numérique, donc si ça vous intéresse. Donc chez nous, on a refait une page en gros en thématisant un petit peu plus ce qu'on peut trouver sur d'autres projets, vraiment regrouper une stat pour un thème, donc si vous voulez aller cliquer dedans, il n'y a pas de souci. Et donc http://archive.org que j'ai mentionné régulièrement, sur lequel vous retrouvez plein de stats sur l'état du web. Donc si vous avez besoin vite de vous positionner, de positionner un site par rapport au reste, donc il y a deux solutions, c'est regarder les concurrents, ou regarder grosso modo l'écosystème web, dans quel état il est. Est-ce qu'une page à 1 méga c'est bien, c'est pas bien? Vous allez sur http://archive, vous voyez que la page moyenne sur le web a dépassé les 2 mégas. Deux sujets que j'étais pas sûr d'avoir le temps de creuser, et je sais que Nicolas a une question sur la Content Security Policy, qui est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser, donc je voulais le mentionner ici, parce que notamment avec les problématiques de basculer sur HTTPS, elle va vous apporter des facilités. Notamment pour indiquer au navigateur web que même s'il y a des ressources qui traînent sur HTTP, donc vous avez http://mon site pour appeler une image, pour appeler un CSS, même s'il voit ça, si vous lui avez indiqué avec la CSP que votre site était full HTTPS, il va réécrire le lien en fait pour vous. Donc pour les gens qui ont des contenus CMS qui sont juste impossibles à mettre à jour parce que la BDD est à genoux, vous allez pouvoir utiliser ça et ça vous évitera d'avoir des problèmes de mix content. Donc un point à savoir, c'est que si vous avez un CSS qui est appelé sur du HTTP sur un site HTTPS, les navigateurs le bloquent. Donc généralement il y a un petit blocage fonctionnel à cause du CSS ou du JS qui manque. Sur les images ça passe encore, par contre vous avez un avertissement sur le navigateur. Donc en termes de signal envoyé à l'utilisateur, c'est pas terrible. T'avais une question Nicolas du coup? C'est une question, voilà, c'est un peu ultra technique pour ceux qui ont fait du SCP, CSP, pardon. En fait, j'avais fait un site en HTTP2, donc j'étais tout content.
Après, j'ai découvert donc les politiques de sécurité CSP, donc j'étais super content. Donc je les mets en place, c'est génial. J'ai des super règles de sécurité. Donc je passe sur un site qui vérifie les règles de CSP, qui me dit tout à fait, tes règles sont super bonnes, tout se passe bien. Après, je vais sur, je sais plus, c'est celui qui a partagé, Nicolas Hoffman, ouais, c'est Mozilla. Et du coup, après, je suis tout content. Du coup, je vais sur Google Speed Index. Je fais, ouais, je vais tester mon site par rapport à avant. Et là, il m'engueule. Il dit, bah non, là, ton JS n'est pas inliné. Enfin, il est, comment dire, il conseillait donc de mettre mon JavaScript au-dessus de ma ligne de flottaison, c'est-à-dire en inline dans le header. C'est-à-dire, au lieu d'appeler un JavaScript qu'on importe, c'est directement le JavaScript dans le header. Pour quelques éléments du style charger police, faire des loading d'images, ce genre de choses. Donc du coup, je suis bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre en inline. Sauf que du coup, après, le CSP, il m'a bloqué. Il m'a dit, bah non, t'as pas le droit de faire du inline. Alors du coup, j'avais Google Speed Index qui me disait un truc, la règle de sécurité qui me disait autre chose. Donc après, j'ai creusé le sujet. Pour faire du inline, il y a un moyen, mais il faut mettre des... Il y a deux techniques. Il y a une espèce de hashtag nums ou je sais pas quoi qui est... Ouais. Peut-être tu pourras en dire plus, qui n'est pas très clair. C'est un hash du code inline en fait pour dire ce code inline, je le connais. Donc navigateur, tu peux l'autoriser parce que je te fournis son hash. Le problème, c'est que du coup, il faut au moins une tâche automatisée qui va lire le JS, qui est dans la page, dans l'header, en faire un hash et du coup l'insérer dans la configuration du serveur. Donc là, on commence à rentrer dans un cas un peu compliqué. Et j'ai fait, bon, bah tant pis, moi, ma règle de sécurité, elle n'est pas validée à 100%, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Donc voilà, une petite limitation un petit peu entre la sécurité, les bonnes pratiques, les protocoles, etc. Où des fois, on peut avoir des petites limites assez rigolotes. Mais c'est intéressant, le sujet CSP, je vous intéresse. Il y a des gros bienfaits en termes de sécurité et ça peut aussi servir à gérer la qualité d'un site web, comme la performance au final. Alors tu as dit Speed Index pour Google PageSpeed, je pense à un moment, si j'ai bien suivi, c'est PageSpeed Insights sur lequel il t'a remonté le conseil de... je suis étonné qu'il t'ait conseillé de mettre du JS dans le leader, parce que ça j'avais pas vu. Parce que c'est au-dessus de la ligne de flottaison. Même pour le JS, il le faisait pour le CSS, mais le JS j'avais encore jamais vu, parce qu'il peut pas identifier en fait ce qui est vraiment intelligent. Mais tu as le même problème sur la CSP avec le CSS, donc c'est peut-être ça que... on n'a pas trop décrit ce qu'était la CSP. En gros, vous allez autoriser explicitement ce qui est les contenus autorisés sur votre site. Donc vous allez dire, tu as le droit de charger ce fichier toto.js, tu as le droit de charger ce style.css. Si le navigateur voit d'autres sources dans votre page, c'est lui qui est responsable d'appliquer la politique de sécurité que vous lui avez fournie, donc il ne chargera pas. L'idée, c'est de se protéger notamment des failles XSS. Une autre utilisation, c'est de se dire j'ai des régies pubs qui font plein de conneries chez moi, je vais autoriser vraiment ce qui est intéressant dans la régie pub et lui éviter de faire des conneries chez moi. Donc vous allez pouvoir, en gros, vous assurer que les parties tiers remplissent le contrat qui vous ont signalé. Et après, vous avez, donc si vous voulez creuser d'autres sujets, il y a la performance interface, qui est une API, donc sur la plupart des navigateurs maintenant, il n'y a pas de souci. Donc juste pour terminer rapidement, il y a deux approches de mesure de la performance. Il y a le Real User Monitoring, monitoring passif. C'est mesurer la perf directement sur les visiteurs, en interrogeant justement ces API-là. Donc je vais demander à quel TTFB tu as été confronté, combien de temps a mis telle ressource, etc. C'est la vraie vie, donc c'est super compliqué. Parce que vos internautes, c'est, je sais pas, 198 versions de navigateurs différentes sur 12 OS avec des devices différents. Donc réussir à comprendre ces données-là, à les segmenter suffisamment, c'est pas facile, surtout si vous avez de l'international sur votre site. C'est dire mon site a ralenti ou a accéléré en regardant ces mesures-là, c'est compliqué parce qu'il faut ultra segmenter pour arriver sur quelque chose qui est stable. Parce que la vraie vie, ça change, quoi. Donc ça, c'est un problème. Sur le Real User Monitoring, par contre, vous allez pouvoir identifier qu'il y a un problème de perf sur la dernière version de Chrome. Parce qu'il y a un truc que vous avez fait qui n'est pas bien géré par le dernier Chrome. Donc ça apporte aussi énormément de valeur. L'autre approche, c'est le monitoring synthétique. Là, c'est une sonde, en gros, on simule un internaute. C'est nous qui simulons, donc on sait que c'est stable. On maîtrise tout changement de contexte. Donc là, vous avez un référentiel qui est comme ça, quand ça bouge, c'est forcément votre site, vous avez fait une connerie, ou justement, vous avez amélioré les choses. Sur les outils qui peuvent vous aider, donc les navigateurs sont de mieux en mieux outillés, ils s'appuient aussi sur les propres API qu'ils peuvent exposer. Donc pas hésiter à en abuser parce qu'il y a de plus en plus
de messages en console qui sont intéressants à regarder. Typiquement, tu parlais de l'actu là sur le document Sprite, c'est quelque chose qui est annoncé en console, déjà dire attention, tu vas avoir des problèmes bientôt. On a eu la même chose sur l'API géolocalisation. Il y avait un avertissement sur 3 versions de Chrome, et tout le monde a été surpris quand la géolocalisation, c'était plus possible sur du HTTP simple. Donc Chrome essaye de communiquer un petit peu, et c'est plutôt bien, ils font des efforts, donc pas hésiter à vraiment faire gaffe à sa console. Il y a de l'outillage pour faire la limitation de débit maintenant aussi sur les navigateurs directement, donc vous pouvez faire du test de perf. Après, n'oubliez jamais que vous êtes sur une connexion utilisateur et vous êtes vachement dépendant de votre FAI. Donc vous allez avoir des problèmes de latence parfois qui vont vous faire croire que vous avez un ralentissement alors qu'au final, c'est juste votre FAI. Donc sur les outils, moi j'en ai un que je vous conseille, bien qu'étant concurrent d'un projet open source. Bref, c'est pas vraiment le mot concurrent adapté, mais un projet open source qui est vraiment super intéressant sur la perf, sur lequel il y a vraiment de l'outillage très avancé qui permet de faire beaucoup de choses. Après, voilà, niveau interface, ça pique un peu les yeux. Une fois qu'on s'y fait, ça va. Il y a quelques trucs qui sont un peu complexes dessus. C'est du collaboratif, entre guillemets, du sponsoring. Parfois, il y a des sondes de tests qui plantent, qui sont plus disponibles, mais sinon l'outil est vraiment génial et c'est eux qui ont introduit le speed index. Le speed index, c'est une notion qui a été apportée par WebPageTest, qu'on propose aussi sur Darboost, donc c'est le script WebPageTest, donc je fais juste 3 secondes, on est en version freemium, donc on n'est pas au niveau de l'open source, par contre on est RNN, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et juste pour vous dire, voilà, nous on a fait des petits efforts d'interface, et vous allez retrouver grosso modo tous les indicateurs que je vous ai évoqués, avec en plus du diagnostic qualité sur le front-end. Donc on va vraiment rajouter la petite couche d'intelligence pour essayer de voir pourquoi c'est là. Voilà, j'insiste pas plus. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis s'il y a 2-3 petites questions de fin, elles sont les bienvenues. Sinon. Oui, quand on a un site en JavaScript dynamique, pour un script sous Angular ou Ember par exemple, où c'est tout le front-end est rendu par JavaScript. Et donc du coup, les moteurs de recherche, on leur fournit un site en pré-render. Comment se passe le monitoring dans ces cas-là et puis l'analyse? Alors, le problème exact, c'est sur le référencement, sur le référencement et puis la notation qu'il va donner le moteur de recherche. Ce ne sera pas la même version du site que le JavaScript dynamique qui est rendu côté. Ouais, alors il y a quelqu'un qui est très bien dans la salle qui a fondé SEO for Ajax qui répond à cette problématique-là. À la limite, je vais le laisser le répondre, mais en gros, il y a des solutions qui existent pour répondre aux fausses promesses de Google. Enfin, donc, ouais, on a fait un produit qui permet de servir des captures aux bots en règle générale, donc ceux Google, ceux Facebook, et Damien, quand même, est un petit peu concerné par la question, parce que vous êtes exactement dans ce cas de figure. Vous avez une single page application, vous utilisez des SEO for Ajax, et si, pour répondre à la question, si je dis pas de bêtises, le temps que tu as dans Google Webmaster Tools, celui qui l'utilise comme référentiel pour savoir si le site est performant ou pas, c'est celui des captures de SEO for Ajax. En l'occurrence, donc il faut faire attention à ce que les captures soient servies très rapidement au bot, en règle générale. Alors, ça, il faut le faire de toute manière pour le SEO, et c'est ça qui va tenir compte pour le classement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ouais. C'est la capture, c'est très ouais. Enfin, les SEO for Ajax. Je rigole. Mais c'est lui qui, dès qu'il donne sa page qui a été calculée sur le serveur, c'est ça qui compte. Ouais, ce délai-là, il faut vraiment le réduire au maximum. Donc il faut mettre les pages en cache en fait. Sur du JavaScript simple, Google est censé savoir l'interpréter. Après, sur de la SPA ou autre, nous, on est passé chez SEO for Ajax, on les a découverts en fait au moment où on a vu Google se planter chez nous. Ils essayaient de lire le contenu, ils ont annoncé ouais, on sait faire du JavaScript, c'est super bien, et il n'y a plus besoin justement d'utiliser ces solutions-là. Nous, on a vu la tête que des captures justement que faisait Google, ils n'arrivent absolument rien à interpréter chez nous. Donc Google a une promesse de commencer à réussir à prendre en compte du JavaScript. Si vous faites des petites injections de contenu, etc., là, il peut les lire. Par contre, dès qu'il y a vraiment du fonctionnel un petit peu intelligent, il est paumé. Et là, à part de faire du cloaking, de lui offrir une version autre que celle qui est délivrée à l'utilisateur, il n'y a pas vraiment de solution. En complément, tout ce qui est nouveau framework en JavaScript part beaucoup sur ce qu'on appelle l'isomorphique avant, maintenant l'universal, qui
C'est-à-dire faire du JavaScript à la fois rendu côté serveur et côté client. C'est-à-dire que si on détecte que c'est un robot, on va rendre le JavaScript côté serveur. Donc il y a Angular 2 qui fait ça, il y a React qui fait ça, peut-être Meteor, mais je ne suis pas sûr. Enfin, il y a de plus en plus de frameworks partent là-dessus, de cette partie universelle qui répond en partie à ce besoin. Et aux besoins de perf aussi, hein. Certains cas, ça peut être sur des... Un bot, au final, un bot de Google, c'est rien d'autre qu'un user agent un peu défavorisé. Donc voilà, ça peut servir aussi sur un public mobile qui ne sait pas gérer du Angular 2 parce que ça passe pas, c'est trop. On est sur un périphérique trop mieux, quoi. Donc ça, c'est des solutions assez prometteuses. Par contre, c'est un fausse conception initiale et quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est juste pour compléter la partie optimisation d'image. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil sur internet qui s'appelle TinyPNG. Maintenant, ils ont depuis quelques mois TinyJPEG qui vous permet de gagner en gros sur du JPEG même déjà compressé ou du PNG qui sort 2 tiers, enfin 60, 70, des fois j'ai du 80-90% de compression. Donc on part de 10 kilooctets, on arrive à 1 ou 2 kilooctets. Et c'est un outil qui s'utilise de deux façons. Soit directement, vous utilisez sur vous savez que vos images, voilà, votre site, il a 30 images, vous les passez à l'outil, vous les téléchargez, vous remplacez. Visuellement, il y a vraiment sur PNG, je pense qu'il n'y a même pas du tout de compression, donc c'est la même chose. Sur JPEG, ils doivent faire un peu de compression, mais visuellement, c'est vraiment la même chose. Et ils s'utilisent aussi avec une API, notamment une API Node. C'est en freemium, il y a une partie gratuite, je crois, 2000 par mois, 2000 images par mois. Et là, nous, récemment, on a fait 30 000 images en un mois, ça nous a coûté genre 100-120 $. Si vous faites le calcul après avec la taille que vous avez gagnée et les performances, je pense que ça vaut le coup. Est-ce qu'ils gèrent les sources, la génération des différents formats, Retina, non Retina Non, ils ne gèrent pas les différents formats où on peut lui envoyer, quoi, en fait, en back-end ou des trucs comme ça. Mais ils ne gèrent pas en automatique, je crois. Cloudinary de mémoire qui fait ça, qui va générer vraiment tous les formats, en gros même le DOM responsif, enfin la source responsive, donc produire tous les formats, et je crois que Cloudinary, je suis pas sûr, mais ils font aussi la compression. J'ai un doute sur le fait qu'ils fassent la compression, en tout cas ils vont délivrer vraiment ce qu'il faut au final. Après il y a plein d'autres solutions alternatives, hein. Il y a du Kraken, il y a du Image Recycle, il y a du Faster Image, je crois, enfin vous en avez plein, avec à la fois des modes installés ou des modes SaaS, des tarifications différentes, et effectivement ces solutions-là, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester plusieurs apps. Et effectivement, ça coûte pas forcément cher si vous avez du volume d'images, que vous payez un CDN, enfin vous en privez pas, quoi. Et je voulais juste dire, si vous connaissez des outils exe qu'on peut dockeriser ou quelque chose comme ça et qui serait gratis, je suis preneur aussi. Merci encore pour votre attention.